un décret a été pris, pas pour les chantiers EVOMAF, mais suspendant tous les chantiers que l'ancien régime avait octroyés aux différentes entreprises. Je me permets ici de dire que quand le régime de son Excellence le président Patrice Talon arrivait au pouvoir, son prédécesseur, le régime du président Yahi Boni, à travers ses ministères et ses démembrements, avait signé avec le groupe EVOMAF. Messieurs les Guinéens, ouvrez bien les oreilles. Des contrats de l'ordre de 500 milliards de francs CFA, équivalent à 900 millions d'euros environ. À l'arrivée, nous avons bénéficié de ces contrats. Si les mêmes formes que les contrats de la Guinée, avec le régime du président Yahi Boni. Il s'agissait, je vais être très précis pour que vous compreniez, il s'agissait donc du contrat de la construction de la route Bani-Kouara-Djougou qui faisait 176 milliards de francs CFA et Dassa Savalou-Djougou qui faisait 161 milliards de francs CFA. Ça, c'est au nord du Bénin. Aussi, du Bénin, il y avait également beaucoup de contrats d'une grande importance. Donc, dès le changement, dès l'arrivée du régime de rupture, tous les contrats de toutes les sociétés privées ont été suspendus. Et le nouveau régime a pris le temps d'analyser ses priorités. Et dans ces priorités, nos contrats ont été reconduits, sauf le contrat donc de Bani-Kouara-Djougou qui reste en veille. Et donc, je ne me sens pas concerné, en particulier par cette suspension. Et il en a été ainsi pour d'autres sociétés privées que je connais. Votre deuxième question fait état de multiples accidents sur un de nos chantiers à une certaine époque. Et si je comprends bien, vous avez parlé de la fin de l'année et un peu avant le début de l'année. Dans la hiérarchie du groupe EVOMAF, nous ne comprenons pas non plus pourquoi autant d'accidents, comment c'est possible que ces accidents puissent arriver. Nous n'avons pas compris et nous avons déploré. Je profite de votre micro pour présenter toutes mes condoléances, mes sincères condoléances aux familles éplorées, à toute la nation béninoise pour ces multiples cas d'accidents qui ont malheureusement fait des victimes. Mais je voudrais vous dire que de pareilles circonstances ne laissent pas en veille les premiers responsables. Donc nous avons entrepris de prendre une certaine mesure de correction de nos conducteurs et de présélection de nos conducteurs. Et vous venez de m'affirmer que depuis le mois de janvier jusqu'au maintenant, vous constatez qu'il y a moins d'accidents ou il n'y en a pas. Alors, je pense, pour répondre à votre question, que c'est peut-être les mesures entreprises par la hiérarchie du groupe EVOMAF qui portent fruit. Et nous allons durcir encore plus les conditions. Parce que tout ce que nous faisons là-bas ne vaut pas la vie d'une seule personne. Et je suis vraiment navré pour cette situation. Monsieur le journaliste du Bénin, j'apprécie énormément vos déclarations sans langue de bois, faisant état donc des différentes relations que vous pouvez appeler politiques et apolitiques avec le régime du président. Mais je voudrais affirmer haut et fort que le président Patrice Talon
et la société Ebomaf n'ont pas d'animosité et que les relations avec son Excellence le président Patrice Talon sont au beau fixe et que si le contraire était vrai, c'est quand même le président de la République. Pourquoi Ebomaf continue-t-il à travailler à la République béninoise? Ça, c'est une preuve palpante qui vous dit que les relations entre le groupe Ebomaf et le Bénin, à travers son Excellence le président Patrice Talon, sont au beau fixe. Vous avez parlé d'Africa Intelligentsia. J'ai invité vos confrères guinéens tout de suite à ne pas relayer et être comme ces journaux occidentaux qui, à la lecture de leur diffamation, laissent entrevoir une raison évidente de nuire et de déstabiliser. Ebomaf n'a aucun intérêt à soutenir un opposant, qu'il soit béninois, burkinabé, guinéen, etc. Nous sommes une société à but lucratif et nous travaillons avec ceux qui sont au pouvoir, y compris au Bénin. Nous n'avons pas de raison à utiliser notre argent pour déstabiliser un régime que ce soit. J'ai vu dans les différents journaux, comme vous, ces déclarations sans fondement. Et nous avons d'ailleurs porté plainte contre un des journaux pour ces déclarations. Mais je voudrais vous rassurer que j'ai de très bonnes relations personnellement avec le président Patrice Talon. Je voudrais vous remercier et vous dire que le Bénin se construit bien. Et je suis panafricain. Et le président Patrice Talon est en train de construire notre Bénin. Je voudrais que vous me permettez de remercier abondamment son Excellence, Monsieur le Président Faure Essozima Yacine. L'homme a des visions jamais égalées. Ce sont mes propres termes, ça n'engage que moi. Bien sûr que ce chef d'État a à son actif des milliers de kilomètres de routes construites par l'entreprise Ebomaf grâce à son leadership. Et j'allais même aller plus loin pour dire que c'est comme ça qu'il faut que les Africains construisent les pays, comme le Togo. Voilà. Ça reste dans l'histoire. Toutes ces grandes réalisations faites sous le leadership d'un président. Ceci dit, je voudrais vous remercier donc pour votre reconnaissance du travail rapide et de toutes les mérites que vous nous accordez par rapport à Lomé-Padimé. Et je voudrais vous dire que la route Kanté-Tandiouari est exécutée à 99% à la date de ce matin. Je voudrais dire qu'on ne parle plus de cette route parce qu'elle est finie. Et nous avons débordé les délais, malheureusement, contre notre volonté. Les difficultés qui ont occasionné cela sont nombreuses. Mais la principale difficulté est liée aux différents sites où nous faisons l'extraction des granites, notamment
que nous appelons dans notre langage d'entreprise des carrières de granit. Donc, certains villages où se trouvent ces carrières, au moment où Evomaf installait ses machines, il n'y avait pas de village. Et 2-3 mois, toute la carrière, il y avait plus de 150-200 habitants. Et qui aurait mis en cause l'étude d'impact environnemental. Et qui aurait réclamé au groupe Evomaf une somme de 15 milliards de francs CFA, soit 30 millions d'euros, rien que pour pouvoir exploiter les granites. Alors que à la vente finie, dans notre contrat sur la route Kanté-Tanjoari, c'est la quantité de granit qui devait exploiter dans ces villages qui n'en était pas un au moment où Evomaf s'installait, mise en œuvre finie, représentait environ 2 millions d'euros, soit 1 milliard de francs CFA, mise en œuvre finie, vendue à l'État togolais. Mais les frères togolais de cette zone ont formé des associations pour demander à Evomaf de payer 15 milliards de francs CFA. Ce qui nous a amené à suspendre les travaux dans cette zone. Et cette suspension a duré à peu près 1 an et demi. Mais à la date d'aujourd'hui, je vous confirme que le chantier Tanjoari est exécuté suivant les règles de l'art à un taux de 98% environ. Il n'y a plus de chantier Tanjoari à l'heure où je vous parle. Il y a des finitions du chantier Kanté-Tanjoari. Frère togolais, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier toute la nation togolaise pour avoir adopté Evomaf comme un fils. Et je voudrais que tous les pays d'Afrique prônent le panafricanisme comme le Togo. Je vous remercie. Si je comprends bien, vous me parlez du coût du projet de la périphérique de Ouagadougou qui est passé de 181 milliards à 226 milliards de francs CFA. Je confirme que c'est exact. Mais venant d'un journaliste, je voudrais d'abord vous décrire ce que c'est que le projet de contournement de la ville de Ouagadougou. Dans un premier temps, il s'agit de construire sur une emprise de 100 mètres de largeur une chaussée, c'est-à-dire construire une route qui n'existait pas, déblayer la brousse, construire une route qui n'existait pas, construire tous les grands ouvrages pour l'assainissement de l'eau, y compris les caniveaux, et construire la chaussée et mettre le bitume sur cette chaussée. Je voudrais ouvrir une parenthèse sur ces 181 milliards de francs CFA construites et marché confié à une société burkinabé. Et avec votre permission, comparer légèrement, avant de vous expliquer pourquoi l'avenant, comparer légèrement à ce projet à un autre projet similaire qui est le prolongement du boulevard Tangsova, qui consiste en un travail de réhabilitation de ce boulevard. Le boulevard Tangsova, exécuté par l'entreprise Saptom, qui n'est qu'une réhabilitation. Je contrôle mes mots.
et qui ne représente que 6 km de route, une réhabilitation. Ça veut dire que la route existait, on va ajouter 1 ou 2 ouvrages, on va élargir un peu, on va reprendre le goudron de la route qui existait. Alors, dans la presse, je sais que ce projet coûte 29 milliards de francs CFA, 6 km de route. Si ce projet devait faire comme le contournement, 125 km de route, nous serons à 600 milliards de francs CFA. Les 181 milliards de francs CFA pour construire non seulement la route qui n'existait pas, mais l'affaire comme ce que Satom est en train de faire, sont sous-estimés. Mais Ebomaf étant une entreprise burkinabé et une entreprise respectueuse des engagements souscrits, à l'instar d'autres personnes qui ne respectent pas les engagements, a décidé de poursuivre pour vous, Burkinabé, malgré toutes les grandes pertes que nous subissons, l'exécution de cette route à la somme prévue de 181 milliards de francs CFA. Maintenant, pourquoi un avenant? Vous avez dit, il paraîtrait que les gens disent que les études n'avaient pas été bien faites, ou et pourtant on savait que les études devaient être faites comme ça. Je m'en vais attirer votre attention sur le fait que nous avons bénéficié d'un projet dont les études ont été faites en 2008. Et nous sommes en 2021. En 2008, le marché qui était prévu n'est pas celui qui est en train d'être exécuté en 2021. Je m'en vais vous expliquer. Il était prévu, c'est 2 fois 2 routes, ce qui était prévu en 2008, comme ce qui est en train d'être exécuté. Sauf que, entre ces 2 routes, il y a ce qu'on appelle le terre-plein central. Celui qui a fait les études en 2008 avait oublié le remblai pour mettre les 2 routes en amont et en aval en sécurité. Et ces remblais, s'ils ne sont pas faits, allaient être un canal. Parce que la route étant haute d'environ par endroits de 2 mètres, 3 mètres, il y a des endroits où la route est à 6 mètres de hauteur. Et ces remblais, sur une largeur de 10 mètres et une hauteur d'environ 2 par endroit et 6 mètres par endroit, viennent en 6 des études qui avaient été faites en 2008. Ça, c'est un point capital que contient l'avenant. Le deuxième point capital, ce contournement de son côté nord surmonte les voies ferrées qui continuent sur Kaya. Les études de 2008 avaient prévu à cet endroit un simple dallo qui n'allait pas résister et qui n'allait pas permettre au pont, au train, avec les vibrations, de passer sous ce dallo. Cet ouvrage a été massivement transformé en ouvrage qu'on appelle précontraint, fabriqué pour permettre au train de rouler à vive allure, y compris ses vibrations, sous ce pont. C'est une forme d'échangeur.
Et ça a amené un coût majeur. Cet avenant comprend également, en 2008, quand ce bureau d'études faisait les études, le même ministère des Finances, n'avait pas octroyé des titres de propriété à certaines personnes. Mais après 2008, le ministère a octroyé des titres de propriété à ces personnes, oubliant que c'est l'emprise de la route. Au démarrage de l'exécution, les détenteurs de ces propriétés octroyées par le même État qui exécute les routes nous ont opposés à leur titre de propriété. Ce qui n'est pas bon à dire. 2 ou 3 cimetières sont nés également sur l'emprise de la route. Il a failli déplacer ces cimetières également et dédommager les personnes concernées. En un mot, les personnes affectées par le projet, dans l'avenant que vous avez suivi passer en Conseil de ministres, sont également un point important de ces travaux supplémentaires. Le 4e point, je m'en vais vous dire que les Burkinabés sont heureux de constater que sur ce contournement, ils constatent des pavés par endroits. Les études de 2008 n'avaient pas prévu un seul mètre carré de pavés. Les Burkinabés sont heureux de constater que lorsqu'ils circulent, les routes sont balisées sur toute la longueur du contournement, sur les 125 km, par ce qu'on appelle des bordures, en amont et en aval. La route prévue en 2008 n'avait pas prévu cette protection. Et c'est l'ensemble de ces travaux, y compris les personnes affectées par le projet, qui expliquent aisément, et à qui veut le constater, il peut aller le constater sur le terrain, c'est que vous avez pu qualifier d'augmentation du prix du marché. Votre deuxième question concerne, vous parlez donc des EBOMAF battraient des pieds et des mains pour empêcher le gouvernement burkinabé et l'État burkinabé d'acquérir un aéronef pour le compte de l'État burkinabé. Je vous renvoie à la réponse que j'ai dite à mes confrères grande gueule de la Guinée. Et je vais dire que le gouvernement n'a aucun intérêt à empêcher le gouvernement burkinabé ou à proposer au gouvernement burkinabé de ne pas acheter un aéronef ou de ne pas réparer leur aéronef existant. Et le gouvernement n'a aucun intérêt. Je vais vous donner les raisons après. Mais pour le moment, j'évoque avec vous les 2 cas de figure. Réparer l'aéronef existant et acquérir un nouvel aéronef. Pour moi, EBOMAF est propriétaire d'avions. Je ne confirme pas, je crois que même si le gouvernement burkinabé voudrait réparer son aéronef, le Boeing 727, le pic de Naouri, il ne peut pas, je vous l'affirme. Parce que je connais les avions, je vais vous dire que le pic de Naouri, le Boeing 727, est en fin de vie. Est-ce que vous comprenez ce que ça s'appelle quand un avion est en fin de vie? Un avion de 40 ans, il est en fin de vie.
Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que le Burkina Faso, les autorités burkinabées ont trop forcé, au risque de leur vie, avec ce pic de Naouri, qui était en fin de vie il y a 10 ans. Et ce n'est pas moi qui ai demandé à l'avion ou qui ai créé une panne technique pour que l'avion lâche, les lâche en France à Paris. C'est parce que c'est irréparable que le gouvernement burkinabé ne répare pas. C'est ce que je crois. Mais je ne suis pas la voie la plus autorisée, mais connaissant l'aviation, et je sais que c'est ça qui est la principale raison. Deuxièmement, ça c'est valable pour tous les pays. Prenez la Guinée-Conakry. Comme ils le disent eux-mêmes, ils sont un pays riche. Ils n'ont pas d'avion présidentiel. Prenez le Bénin. Je vais parler des pays qui sont ici, sinon j'en connais autant. Ils n'ont pas d'avion présidentiel. Prenez le Togo. Ils n'ont pas d'avion présidentiel. Celles des pays comme la Côte d'Ivoire disposent d'un avion présidentiel, mais l'expérience d'une dizaine d'années de gestion des aéronefs me permet de dire aux Burkinabés qu'il est plus cher pour un État d'avoir un aéronef avec le symbole, le drapeau de l'État sur l'avion, propriété de l'État, par an, que de louer un avion. Je défie quiconque peut dire le contraire. Parce que moi, je gère 10 avions, je sais ce que ça coûte, le budget annuel de gestion d'un avion. Ça, c'est un premier point qui empêche les États d'acquérir les avions. Encore une fois, ce n'était pas à moi d'expliquer ça. Le deuxième point qui empêche les États africains d'acquérir les aéronefs, c'est un problème de personnel et de qualification. Vous savez, quand vous prenez les avions Boeing 727, pour ceux d'entre vous qui avaient un certain âge, c'est comme quand vous prenez par exemple ce qu'on appelait en son temps Peugeot Bacher 404. Le Boeing 727, il est mécanique. Mécanique, ça veut dire quoi? Il n'est pas bourré d'électronique. Nos pilotes, ici au Burkina Faso, à la base aérienne, là, ils sont formés pour ces avions. Il en est de même au Togo, mon pays adoptif. Il en est de même en Guinée. Il en est de même dans tous les autres pays. Le Bénin aussi a un Boeing 727 qu'ils ont cloué au sol parce qu'il est en fin de potentiel. Les pilotes, nos pilotes militaires, ils sont qualifiés. Sur les DC-8, les Boeing 727, mais pas sur les Airbus 319, 320, 321 Neo, qui sont bourrés d'électronique. Donc avant qu'un État ne pense à acheter un avion de ce type, il devrait d'abord former le personnel de maintenance et qualifier les pilotes sur ces aéronefs. Aucune rubrique de budget des États ne prévoit ces dépenses. Je pense en partie que ça c'est une bonne raison. Je m'en vais étayer mes propos en disant à vous les Burkinabés que la compagnie Lise Transport a un hélicoptère présidentiel VIP Augusta 139 comme l'État du Burkina Faso, qu'il a acquis 1 an
avant Lise Transport. Je ne les vois plus au ciel. C'est Augusta qui appartient à notre État. Parce que il a des pannes, il est cloué au sol. Je contrôle ce que j'ai dit et je confirme que c'est comme ça. Par contre, celui qui appartient à l'opérateur privé, Lise Transport, il est maintenu par l'opérateur Swisscopter, qui est payé aux frais de Lise Transport, qui est basé en Suisse. Il vole avec des pilotes suisses et français et il est sous le contrôle de la régulation, de l'autorité de régulation suisse. Nos États n'ont pas prévu ça dans les lois. Frères burkinabés, il faut que vous cessiez d'en vouloir à Ebomaf. Aucune aviation dans le monde n'est rentable. Aucune aviation. Air France vit sous la perfusion de la République française. Je contrôle ce que je dis. Air Côte d'Ivoire vit sous la perfusion de la République ivoirienne. Air Burkina vit sous la perfusion de la République du Burkina Faso. Comme cette perfusion est insuffisante, ça tangue. Toutes les compagnies d'aviation d'affaires du monde, comme la mienne, sont déficitaires. Lise Transport est déficitaire et est perfusée par le groupe Ebomaf. Si Ebomaf n'existe pas, Lise Transport ne peut pas exister un seul jour. Je ne prends pas des milliards avec le gouvernement burkinabé. Je ne prends pas des milliards avec le gouvernement burkinabé. Ce que le gouvernement burkinabé paye, vous savez, un avion, ça paye une voiture. Permettez-moi encore de vous dire que lorsque le président du Faso est dans un avion Lise Transport International, les Burkinabés, la ragaillée, c'est-à-dire, je vais au détail au plus grand, la ragaillée qui vient avec la petite machine pour pousser l'avion. Le président du Burkina Faso étant dans l'avion, pour pousser l'avion, mettre sur la piste, est payé par Lise Transport. L'autorisation de survol du Burkina Faso est payée par Lise Transport. Le pays où va le Burkina Faso aussi, c'est Abidjan. Le parking là-bas, c'est payé par Lise Transport. Le parking à Ouagadougou ici, bien que le Burkina Faso utilise l'avion, est payé par Lise Transport. Le kérosène qui permet à l'avion de voler jusqu'à Abidjan est payé par Lise Transport. Ce que vous appelez milliards, c'est pour payer ça. Ce n'est pas pour entrer dans les poches de M. Bonkongo. Et même si c'est votre avion présidentiel, ces mêmes dépenses sont obligatoires pour la République du Burkina Faso. Que ce soit un avion de Lise Transport ou que ce soit un avion qui appartient au Burkina Faso, le Burkina Faso va toujours payer ce qu'on appelle les déboursés secs. Si c'est des milliards, c'est des milliards. Je me permets, par exemple, de prendre un exemple. Au Sénégal, peut-être ils dépensent tant de milliards pour la location d'un avion, qui gère un avion, ils continuent à dépenser tant de milliards ou même un peu plus. C'est la même chose pour tous les pays africains. Alors, vous confirmez ici, dans vos propos, que vous entendez dire que d'ailleurs, ces milliards dont on parle sont souffrants, souffrent de paiement.
Je n'ai pas vérifié les comptes de liste de transport, ça je ne peux pas le confirmer. Mais pour la Guinée, j'avais vérifié, c'est pourquoi je confirme. C'est pas la langue de bois? Pas du tout. Il me faut le temps, je ne m'attendais pas à cette question. Il me faut le temps pour vérifier les comptes de liste de transport et savoir si la présidence burkinabé paye ou pas ses factures. Mais pour moi, ces factures que la présidence burkinabé paye, si ce sont des milliards et des milliards, et vont dans les dépenses pour le besoin de voler de l'autorité burkinabé. Ça ne va pas dans les poches du président, de M. Bongo. Pour moi, je contribue largement au développement de la commune et j'appuie énormément la jeunesse de Dédougou, même si c'est ma ville natale, et sachant bien que ma ville d'origine c'est Lac-Odé à Yako. Je suis du nord du Burkina Faso. Et par contre, je pense que je concentre mes efforts à Dédougou au lieu de s'occuper d'eux. Donc vous voyez que on ne peut jamais faire à la satisfaction de tout le monde. À ce titre, j'invite mes frères et sœurs de Dédougou. Je comprends que ils pensent que un des ténors de l'économie du Burkina Faso est né chez eux et que pour cela tout le monde devrait quitter la pauvreté. Mais je voudrais les rassurer à travers votre micro que si j'avais la possibilité, je le ferais. Mais je pense que cette possibilité, nous sommes toujours à la recherche de cette possibilité. Pour le moment, je les appuie à la proportion de ce que nous gagnons, nous, comme bénéfice. Je vous remercie, presse du Burkina Faso. Je voudrais vous amener à réagir sur le panafricanisme et puis vos relations avec les politiques africains. Et je vais donc prendre quelques exemples. Nous apprenons que vous avez bénéficié d'un contrat au Libéria, mais pour en arriver là, c'est plus de 250 milliards d'euros apprend-on. À quoi Francs CFA, pardon. Avant d'en arriver là, milliards, bien sûr. 250 quoi? Je dis plus de 200. Le contrat? Oui, le contrat. Mais avant d'en arriver là, que vous avez agi dans la campagne de Georges Weah. Et l'autre chose, c'est vos relations plutôt avec Alassane Ouattara, parce que là, on parle d'un scandale, un prêt qui vous aurait été accordé, mais à partir du budget national de développement, ce qui a été mal perçu par les Ivoiriens. Une garantie, donc une garantie bancaire de 180 milliards. Et ça, c'est par rapport à Lionel Zinsou, qui était candidat face à Talon, qui malheureusement a perdu, que l'accompagnement que vous lui avez apporté pendant la campagne électorale, vous aviez bien voulu réclamer cela, parce que les choses n'ont pas marché, puisqu'il devrait vous rétribuer un contrat. Est-ce que finalement, et là, c'est cela la question, si vous confirmez tout ceci, vous infirmez, est-ce que finalement vous reconnaissez que vous investissez en politique, et plutôt que de promouvoir le panafricanisme, que vous investissez en politique pour bénéficier derrière, n'est-ce pas, des contrats? Puisque vous avez dit, en parlant de la Guinée, vous avez beaucoup insisté sur la garantie bancaire, mais c'est vous qui devriez mobiliser. Et même si vous mobilisez, en retour, c'est le pays en question qui va payer. Donc je voudrais être éclairé sur ces éléments-là. Vous avez fini avec la Guinée et vous êtes maintenant grande gueule en train de couvrir l'Afrique de l'Ouest. Donc je me tiens volontiers prêt à vous éclairer votre lanterne sur donc, tout ça. Oui, c'est quoi? Vous parlez donc tantôt du Libéria, vous parlez d'un contrat de 200 milliards, 250 millions d'euros, 500 millions de dollars.
Effectivement, ce contrat avec le Libéria existe. Vous avez parlé comme quoi vous avez entendu parler que nous avons financé la campagne de George Weah. Non, financement de campagne ne fait pas partie des devoirs du groupe EVOMAF. Et dans notre budget que nous votons, il n'y a pas d'argent pour soutenir des campagnes. Je rejette intégralement ces déclarations calomnieuses, sans fondement et sans justificatif. Le président George Weah est un footballeur que j'admire. Et la connaissance entre George Weah et M. Bonkungu ne date donc pas de sa prise de fonction présidentielle. J'ai dans mon bureau des photos des visites que George Weah a menées avec moi ici au Burkina Faso, bien avant qu'il soit président. Je reconnais que George Weah est un ami et qu'à ce titre aujourd'hui il est président et que j'ai un président ami qui est George Weah. Par contre, le panafricanisme n'est pas seulement de parler, c'est de chercher des voies et moyens. Des voies et moyens pour pouvoir donc aider les États africains à se construire. Ça, c'est du panafricanisme. Et ces voies et moyens-là, c'est d'utiliser l'instrument de l'État pour pouvoir donc permettre à l'État de se construire. Alors, George Weah, la République du Libéria et le groupe EVOMAF ont signé un contrat comme pour la Guinée d'une valeur de 400 millions de dollars. D'une valeur de 400 millions de dollars. Le contrat existe bel et bien. Alors, sauf que en Guinée, comme au Libéria, paraît-il, je n'ai aucune preuve, après la signature du contrat, c'est le Fonds monétaire international qui a mis le veto sur ces pays pour leur dire de remettre en cause ces contrats. Donc, à la date d'aujourd'hui, comme la Guinée, le Libéria n'a pas pu émettre les garanties nécessaires qui allaient permettre de mobiliser les fonds pour participer à la construction des routes du Libéria. Donc c'est un non-événement au Libéria. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de cette réponse. Le deuxième point, vous allez jusqu'à qualifier de scandale. Des scandales, les contrats d'exécution de 3 tronçons de route qui concernent Bouaké, Satamankoro, Ngolo Dougou, Kongo, Bundiali, Ndiara. C'est des villes ivoiriennes. Et à l'heure où je vous parle, le groupe EVOMAF est en pleine exécution sur ces 3 tronçons de route et les travaux avancent bien. Alors, comme la Guinée, comme le Burkina Faso, comme le Bénin, comme le Togo, comme le Congo-Brazzaville, comme partout où nous sommes, c'est la même procédure. C'est un partenariat public-privé en République de Côte d'Ivoire et EVOMAF a été accompagné par Afreximbank. Et la garantie de l'État ivoirien ne devient définitive qu'à la réception provisoire des travaux. Donc l'État de Côte d'Ivoire n'a aucun engagement donc vis-à-vis de Afreximbank
et tant que ces travaux ne sont pas exécutés. Donc il n'y a pas de scandale. La garantie dont vous faites cas, comme la garantie de la Guinée, permet à Ebomaf, voilà, je vais faire des travaux, mais si j'ai pu faire ces travaux, voilà, l'État va rembourser sur 10 ans. Donc, à République de Côte d'Ivoire, naturellement, je reconnais que l'État a émis une garantie conditionnelle et que nous sommes en exécution sur 3 tronçons et que la banque Afrixim Bank accompagne le groupe Ebomaf pour la réalisation de ces 3 tronçons. Encore une fois, ces diffamations, soit elles proviennent de la concurrence occidentale ou elles proviennent purement et simplement de l'opposition ivoirienne. C'est ce que je me dis sans pour autant rien confirmer. Mais c'est toujours facile de faire de la diffamation. Mais la réalité est là. Comme vous, Guinée, aujourd'hui, vous êtes face à la réalité. Vous parlez de Lionel Zinsou. Naturellement, un peu avant, je crois que c'est en 2015, je reconnais que le groupe Ebomaf a octroyé un crédit notarié devant notaire à M. Lionel Zinsou, Premier ministre en 7 ans de la République du Bénin. Mais ce crédit de 15 milliards de francs CFA a été octroyé à M. Lionel Zinsou devant un notaire avec une date prévue pour être remboursée. Pourquoi ce crédit? Parce que simplement M. Lionel Zinsou était propriétaire d'une société en France qui s'appelait PAI. Et M. Lionel Zinsou s'est approché d'Ebomaf pour dire qu'il avait vendu ses actions de PAI et que c'est cet argent qui devrait lui permettre de financer sa campagne. Et que malheureusement les tracasseries administratives retardent l'arrivée de l'argent et cependant la date de la campagne s'approche à grands pas. M. Lionel Zinsou, appuyé par le président Yahi Boni en son temps, ont sollicité du groupe Ebomaf un crédit remboursable par les actions, la vente des actions de PAI de M. Lionel Zinsou, et je crois que c'était 60 jours après. Et le groupe Ebomaf a accepté d'octroyer ce crédit de 15 milliards de francs CFA à M. Lionel Zinsou devant notaire. Si c'était comme vous le dites, un financement de campagne, on ne s'assoit pas devant notaire pour prendre un prêt. Si c'était comme vous le dites, comme vous pouvez penser que c'est une corruption, on ne réclame pas de l'argent de corruption. Et une corruption ne se notarie pas. Donc je rejette en bloc cette énième diffamation calomnieuse parvenue dans votre rédaction par les grandes gueules, et je vous dis que c'était un prêt octroyé devant notaire noir sur blanc. Et je vais même plus loin pour dire que la société Ebomaf a assigné M. Lionel Zinsou devant le tribunal de grande instance de Paris. La société Ebomaf a saisi tous les biens de M. Lionel Zinsou jusqu'au dernier meuble, jusqu'à la clé de sa voiture en France. Pas en Afrique, hein, parce que la France est un pays de droit. Ceci dit, je rejette en bloc cette énième diffamation. Vous avez demandé donc
s'il y avait un secret à cette réussite. Bon, d'abord, moi, je suis un pieux croyant. Je pense que le destin de l'homme, tout homme sur cette terre, est l'œuvre de Dieu, le Tout-Puissant. Et je rends grâce donc au Tout-Puissant pour ce qu'il m'a permis de faire. Et je crois qu'au-delà de ça, aucune réussite n'a un secret. Que ce soit la mienne ou les autres réussites que vous voyez à travers, par exemple Dangote, aucune réussite n'a un secret. Les réussites sont généralement le résultat de la détermination et associé à l'intelligence et au respect des engagements souscrits. Voilà. Le respect des engagements souscrits est un acte fort pour toute personne qui veut réussir sa vie. Même que ce soit dans mon secteur ou dans d'autres secteurs, qu'est-ce que c'est que le respect d'un engagement souscrit? Le respect d'un engagement souscrit, c'est la parole donnée. Lorsque vous venez prêter 1000 francs chez moi et vous me dites, je vous rembourse dans 3 jours, et dans 3 jours vous ne me les remboursez pas, vous tournez comme ça, vous n'avez pas respecté l'engagement souscrit. Alors, dans mon domaine, pourquoi le respect de l'engagement souscrit nous a aidés? Je prends le cas du Burkina Faso où ma première rencontre avec le président Blaise Compaoré devant les médias burkinabés date de 2007. Moi, je n'ai connu le président burkinabé Blaise Compaoré qu'en 2007, contrairement à toutes les allégations. Et son frère François Compaoré aussi en 2007. Et tout le reste en 2007. Alors, l'engagement souscrit en 2007, c'était quoi? C'était que j'ai répondu à une consultation restreinte où j'étais en concurrence avec les plus grandes sociétés de Ouagadougou qui concernait donc la construction d'un canal d'un kilomètre à l'intérieur du palais présidentiel qui sépare le palais présidentiel et la résidence présidentielle. J'étais en concurrence avec l'entreprise, je vais même vous donner avec des précisions. L'entreprise Omaro Kanajoye, l'entreprise Fadoul Technibois, il est toujours vivant Fadoul. L'entreprise Kogeb, il est vivant. L'entreprise Sol Confort et Décor. Et l'entreprise Ebomaf en 5e position. Les autres entreprises sont venues selon les... J'ai encore des procès-verbaux de dépouillement. Selon donc les autres entreprises sont venues avec des offres financières selon les montants que je vais vous donner. L'entreprise Ebomaf, canal, 1 km de canal, 7 ouvrages de franchissement entre la résidence et la présidence, montant de l'offre 1,5 milliard de francs CFA, 2007. L'entreprise Oumaro Kananjoe, montant de l'offre 5,6 milliards. Je défie quiconque au Burkina Faso m'apporte les preuves, le contraire de ce que j'ai dit. J'ai tous les papiers dans mes bureaux. L'entreprise Fadoul, M. Fadoul, il est là. Plus que 5 milliards. L'entreprise Kogeb, plus que 5 milliards. Je ne connais pas les montants exacts. L'entreprise Sol Confort, plus que 5 milliards. L'offre la moins disante, entreprise Ebomaf. Je me suis mis à construire le canal
et ses ouvrages, et moi-même j'étais chef de chantier. C'est un engagement souscrit. Et c'est comme ça, à l'intérieur de ce palais, que le président Blaise Compaoré est venu me trouver pour une visite des chantiers. Ces chantiers étant bien exécutés et bien finis, l'engagement souscrit a été respecté. Et c'est de là que le président Blaise Compaoré en son temps a estimé que si un Burkinabé fait faire un travail comme ça, il serait bon que toutes les consultations soient consultées, y compris le projet Zaka. C'est pourquoi j'ai dit que l'engagement souscrit est fondamental dans les secrets de la réussite. Le respect des règles de l'art dans notre domaine est quelque chose de très fondamental. Et la détermination fait respecter les engagements souscrits. Quand je vous parle, vous-même, vous savez que ce n'est pas quelqu'un qui a peur. Ce qui prenait Ebomaf de prêtre, non. L'homme que vous avez devant vous, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui est un prêtre, non? C'est quelqu'un qui a fabriqué l'argent de sa main. Aucun nez ne me fait peur. Je vous le dis très ouvertement. D'autres personnes prennent le micro, ils parlent en titibant. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui titille? C'est parce que c'est moi qui ai fabriqué l'argent. Si c'était de l'argent qu'on m'avait donné, vous allez sentir que la bouche bégayait en parlant. Et c'est parce que je peux justifier tout ce que j'ai. Donc, le secret de la réussite, ça fait partie du destin de chaque homme. Le secret de la réussite, c'est la détermination. Le secret de la réussite, c'est le respect des engagements souscrits. Contrairement à la jeunesse d'aujourd'hui, qui regarde les films western, cow-boy, et qui prennent deux personnes sur une moto, taper une vitre, retirer l'argent, ça ne peut amener aucun jeune nulle part. Il faut qu'il travaille. Il faut que la jeunesse travaille. Il faut que cette jeunesse sache que c'est la détermination. C'est le respect des engagements souscrits. Et qui peuvent accompagner leur destin dans la réussite. Je vous remercie.